toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 23 janvier. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Remise du prix du Prince pour la philanthropie innovante, une récompense remise par la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation Tocqueville, Institut de France. Nous vous amènerons dans les allées du salon des services d'aide à la personne pour vous présenter les nouveautés de cette année. Retour sur les grands rendez-vous du Monaco Economic Board qui rythmeront 2020. Et nous conclurons cette édition avec une exposition de voitures de légende du rallye automobile. Elles sont exposées jusqu'au 15 mars. Nous vous donnerons un avant-goût. Fruit d'un partenariat entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation Tocqueville, Institut de France, le prix du Prince pour la philanthropie vient d'être attribué. Découvrez qui est le lauréat 2020 dans ce reportage de Sandrine Nègre. Il récompense des actions et des projets novateurs dans le domaine de la philanthropie. Ce prix est remis cette année au Dr Douglas Jackson qui apporte depuis plus de 30 ans un soutien médical aux personnes dans le besoin, des équipements médicaux à des cliniques et hôpitaux, et ce, à travers le monde. Il s'agit vraiment d'un très grand honneur. Je suis très reconnaissant à toutes les personnes ici présentes et en particulier à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II qui fait tellement pour l'avenir de notre planète. Être distingué ici, c'est comme un rêve. Le prix du Prince dans le secteur de la philanthropie innovante est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Prince Albert II et la Fondation Tocqueville, Institut de France. Le prix 2020 récompense à travers le Dr Jackson le projet Cure, dont les actions sont menées dans plus de 135 pays. Nous avons essayé depuis les origines de soutenir avec notre organisation au maximum ceux qui en ont besoin. Une centaine de nations sont concernées et particulièrement celles où les habitants travaillent des heures et des heures pour ne gagner l'équivalent que de quelques dollars à peine. Notre travail consiste ainsi à faire acheminer les équipements nécessaires à toutes ces communautés pour le bien de leur santé. Les actions de Cure sont donc saluées. Sachez d'ailleurs que le magazine Forbes a classé Cure parmi les 20 plus grandes œuvres de charité aux États-Unis. Nous nous intéressons à présent aux nouveautés dans le domaine des services de l'aide à la personne. Tour d'horizon de ce qui était proposé lors de ce salon avec Fabien Bonilla. L'auditorium Régnier 3 s'est transformé le temps d'une journée, ce jeudi, en un salon des services à la personne. Il s'agit là de la deuxième édition organisée par la société Monaco Communication. De nombreux stands ont pris possession des 3 étages du CCAM. Je pense qu'on retrouve tout ce qui est nécessaire pour le service à la personne. Vous avez le matériel, vous avez tout ce qui est aujourd'hui l'e-santé, où il y a pas mal de choses qui sont proposées. Vous avez les résidences-services qui sont proposées autour de la principauté, de la couronne, il y en a quand même quelques-unes. Vous avez également des maisons de retraite nécessaires, parce qu'il y a la différence entre les résidences-services et les maisons de retraite. Puis après, toutes les associations et organismes qui aident la personne à pouvoir respirer. On a pas mal de choses dans ce domaine-là pour le bien-être. Ce salon des services à la personne a été inauguré par le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé en présence de nombreuses personnalités. Pour nous, c'est un intérêt fondamental parce que nous avons une population en principauté de Monaco qui est pour partie âgée et qui vieillit bien. Et le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte d'accompagner justement ce bien vieillir en principauté. Et le salon de M. Cohen présente la multitude de prestations, services et innovations qui vont dans ce sens. En plus de stands, cette édition a été agrémentée de 4 conférences tout au long de la journée avec pour thème l'e-santé, les bonnes pratiques pour mieux vivre à domicile, les relations aidant-aidés et enfin les dispositifs innovants pour les services à la personne. En cette période de cérémonie des vœux, le Monaco Economic Board a souhaité réunir ses adhérents pour évoquer la direction de l'association pour 2020 et les grands rendez-vous de prévus. Reportage. Le Monaco Economic Board se veut le reflet de la vie économique des entreprises monégasques à Monaco, mais aussi à l'international. Cette association d'entrepreneurs compte aujourd'hui 534 membres et l'année 2020 a débuté fort avec une quinzaine de nouvelles demandes d'adhésion. Et s'ils sont de plus en plus nombreux à adhérer, c'est notamment pour la diversité des missions économiques organisées à l'international. Dubaï, année de l'exposition universelle oblige, sera l'une des destinations phares, mais pas seulement. L'Italie, le Canada ou encore le Japon feront partie des importants déplacements qui rythmeront 2020. Pour élaborer notre agenda, évidemment, une sorte de veille économique qui nous permet de dire, voilà, dans tel pays, nous avons telle opportunité, telle possibilité dans tel secteur. Et donc, nous décidons ensuite
en comité directeur et aussi en comité de stratégie, nous décidons des destinations à proposer à nos membres. Et ici, en Principauté, des conférences économiques sont régulièrement organisées. Julien Marcini, mais aussi Jean-Pierre Petit ou encore Ludovic Subran, des intervenants spécialisés pour répondre au mieux aux besoins des membres du Monaco Economic Board. C'est justement la ligne directrice de cette année 2020, répondre au mieux aux adhérents, et pour cela, une enquête vient de leur être proposée. Il faut impérativement que régulièrement, nous demandions à nos membres ce qu'ils souhaitent de nous, ce qu'ils pensent de notre action jusqu'à présent, ce qu'ils voudraient que nous fassions, où est-ce qu'ils voudraient aller, comment est-ce qu'ils aimeraient que le MEB évolue, est-ce que nous avons plusieurs solutions, plus vers quelque chose qui ressemblerait à un club d'entreprise ou alors plus vers, bien sûr, favoriser le business partout où c'est possible. Et c'est bien sûr notre direction actuellement, mais nous cherchons à savoir ce que nos membres veulent exactement pour pouvoir mieux les servir. Vous l'avez vu, l'actualité du Monaco Economic Board est riche. Une première mission économique est organisée pour les russophones à l'occasion d'un déplacement des ballets de Monte-Carlo à Novosibirsk, en Sibérie, du 18 au 21 février. La première conférence économique à Monaco aura lieu quant à elle le mardi 3 mars. Nous nous rendons du côté du quartier de Fontvieille au musée de la collection des voitures du Prince de Monaco. Jusqu'au 15 mars, le public peut y découvrir une exposition unique de voitures ayant fait la légende du rallye automobile. C'est votre Focus Info du jour, il est signé Vanessa Dessy. C'est une exposition unique de voitures ayant créé la légende du rallye à travers le monde, une cinquantaine d'automobiles de compétition qui a fait rêver des millions de spectateurs sur les routes françaises et internationales et réunies en Principauté. Les plus emblématiques de la discipline affichent un palmarès prestigieux tel que la berlinette alpine. C'est une voiture qui est à la base sur le modèle de la Renault 4 chevaux et qui a tous les éléments mécaniques du moteur de la R8 Gordini. À l'arrivée du groupe 4, la boîte de vitesse a été renforcée. À ce moment-là, c'était une boîte de vitesse 353 de la R8 Gordini qui est passée à la 364 avec un couple conique renforcé. Et on est passé ensuite à la boîte Monte-Carlo avec un couple conique renforcé, des pignons renforcés. Alors effectivement, elle a eu une grosse évolution parce qu'elle est partie quand même en 1970 où elle était championne de France des rallyes et championne d'Europe des rallyes avec Jean-Claude Andruet. Ensuite, en 1973, ils ont été champions du monde des constructeurs, justement, quand ils ont inauguré le championnat du monde des constructeurs avec Jean-Claude Andruet. À cette époque-là, en 1973, ils étaient 4 pilotes qu'on appelait les 4 mousquetaires, Jean-Claude Andruet, Bernard Darniche, Jean-Luc Terrier et Jean-Pierre Nicolas. Lorsqu'ils ont créé la 1600 SC, elle a été un peu boudée parce que ce qu'ils aimaient dans cette berlinette, c'était son agilité et sa facilité de la manœuvrer sur les petites routes. D'ailleurs, moi qui ai roulé dedans en tant que copilote pendant des années avec mon papa, je voyais jamais la route de face, je la voyais toujours par la portière. C'est comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on était toujours en dérive. Et cette berlinette 1600S était vraiment appréciée justement pour cette agilité et pour sa façon de dériver et de prendre les trajectoires tout en travers. Ensuite, la SC, quand on est passé à la SC, c'est vrai que la voiture a été renforcée et c'était plus du tout la même agilité, c'était plus difficile à conduire et elle a été un petit peu boudée à ce moment-là. Et puis, effectivement, jusqu'à cette période de 1976, elle se battait contre quand même des Porsche 911, des Ford Escort ou des Lancia Fulvia. Et c'est vrai qu'elle a gagné par rapport à ces voitures-là, par sa grande agilité et puis son poids très faible. La Lancia Delta S4 est une voiture de compétition spécialement conçue pour être engagée en rallye. Fabriquée par le constructeur italien dans les années 80, elle est engagée par la Scuderia en championnat du monde des rallyes. Pour présenter Lancia, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière de cette Lancia S4 pour parler d'abord de la Stratos. En 1971, la Stratos arrive, elle a été dessinée par Bertone et c'est la première voiture qui a été conçue seulement pour la course. Elle a un moteur Ferrari V6 Dino. C'est une voiture très légère, très maniable aussi, et qui sera championne du monde 74, 75 et 76.
Ensuite, la Stratode va s'arrêter et reprendra en 81 avec la Lancia 037, qui sera donc une Lancia, cette nouvelle voiture de la nouvelle catégorie, qui sera la catégorie groupe B. Elle fera 320 chevaux pour moins de 800 kg. Elle sera pilotée, entre autres en France, par Jean-Claude Andruet et sera championne du monde en 82. Ensuite, on va passer à la Lancia S4. Alors S comme suralimenté, 4 pour 4 roues motrices. Cette voiture a un turbo et un compresseur, ce qui lui permet d'avoir une puissance beaucoup plus importante à bas régime et beaucoup plus de couple. La Toyota Celica 4 roues motrices turbo homologuée en rallye est celle avec laquelle Juha Kankkunen dispute le rallye Hong Kong-Pékin en 1985. Mais cette auto est surtout célèbre de par l'affaire de la bride de turbo au rallye de Catalogne en 1995. La Toyota, ensuite, en 1994, va y avoir une petite histoire de tricherie. Les ingénieurs ont dessiné une bride d'admission qui ne va pas être conforme, qui amenait beaucoup plus d'air et qui donc amenait plus de puissance à la Toyota lorsqu'elle était en marche. En 1995, alors qu'ils étaient en tête du championnat du monde, ils vont être disqualifiés, ils vont perdre tous leurs points et en seront exclus pour un an à partir de 1996. Ils reviendront ensuite en 1998 avec une Toyota Corolla WRC et cette même année, ils seront seconds au championnat des constructeurs et ainsi que seconds au championnat pilote avec Carlos Sainz. L'histoire de la Subaru Impreza au sein des rallyes débute en 1993. Elle a été introduite au championnat du monde des rallyes afin de remplacer la Legacy. Avec un empattement plus court, plus légère et dotée du même moteur, elle est nettement plus efficace que sa devancière. En 2001, elle est pilotée par l'anglais Richard Burns. Alors on ne peut pas parler de rallye sans parler de Subaru, parce qu'évidemment avec l'Impreza, celle-ci est un modèle de 99. Et celle derrière moi est un modèle de 2001. Subaru est arrivé en championnat du monde et a fait 3 titres de constructeur, 95, 96 et 97. 95, ce sera Colin McRae, qui sera champion du monde des pilotes. En 1999, ce sera Richard Burns. Et en 2003, Peter Solberg, qui sera juste devant Sébastien Loeb. Les Subaru, donc la de 1999, c'est une 2-portes. Elle fait suite à la Subaru Legacy. Elle aura le même moteur, mais aura un empattement plus court. Et la 2001 est une 4-portes. Ce sont des voitures mythiques. On voit encore, j'ai eu la chance de copiloter dans une voiture, une Subaru ex-Solberg. Et quand les spectateurs la voient arriver, ils sont toujours avec des étoiles dans les yeux parce que c'est une voiture qui a marqué son temps, donc avec ses 3 titres de constructeur et ses 3 titres pilotes. C'est une voiture, donc la 99, il y avait encore la boîte à carreaux pour la boîte de vitesse. Et la 2001, on passe à la boîte de vitesse séquentielle. L'exposition exceptionnelle de voitures de rallye refermera ses portes le 15 mars prochain. Il est temps à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Demain vendredi, le temps sera couvert avec quelques rares éclaircies par moment. Des pluies seront également possibles dans l'après-midi. Samedi, un temps sec mais couvert et des températures comprises entre 9 degrés le matin et 12 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, le gris sera toujours de mise tout au long de la journée, mais sans pluie, ce qui est de bon augure pour les célébrations de la Sainte Dévote. Lundi, retour du soleil, même si toutefois quelques passages nuageux seront prévus. Globalement, le début de semaine prochaine sera plutôt agréable, pas de pluie annoncée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À la demi, vous retrouverez l'Academy Project de la SMFC et je vous souhaite une très belle soirée sur Monaco Info.